collectif guinéen engagé contre l'ambition prêtée au président Condé de briguer un troisième mandat a appelé à de nouvelles manifestations ce mardi, ce au lendemain d'une première journée de mobilisation sanglante. Le début du procès de Jacob Zuma pour corruption dans un contrat d'armement impliquant le groupe français Thales a été reporté ce mardi, ce après une demande d'appel de l'ex-homme fort sud-africain. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est candidat à la présidentielle de 2020. Devenu opposant au régime d'Alassane Ouattara, il l'a annoncé lors d'une réunion avec des sympathisants de la diaspora à Valence en Espagne ce week-end. C'était là les titres de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Un collectif guinéen engagé contre l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat a appelé à de nouvelles manifestations. Ce mardi, c'était au lendemain d'une première journée de mobilisation sanglante. Les détails. Le bilan des heures de ce lundi entre opposants à un troisième mandat et forces de l'ordre s'est encore alourdi, passant à 5 manifestants tués après la mort d'un chauffeur de 27 ans atteint par balle à l'abdomen, selon le médecin qui l'a traité et son père. Un gendarme a également trouvé la mort au cours des manifestations. Le Front national pour la défense de la Constitution, coalition de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile a appelé les Guinéens sur les réseaux sociaux à continuer à manifester jusqu'à l'abandon total du projet de troisième mandat et l'arrêt de la mascarade électorale visant à octroyer au parti présidentiel la majorité nécessaire à l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est un grand succès, Et vous avez dû le constater, jamais une manifestation n'a paralysé autant la ville de Conakry, la capitale. Nous ne sommes pas pour la modification de la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous sommes. Notre objectif, c'est pour ne pas qu'Alpha Condé s'éternise au pouvoir. Parce que quand il modifie la Constitution et il vote un référendum, cela veut dire qu'il va s'éterniser au pouvoir. À bas la nouvelle Constitution, les gens sont sortis pour dire qu'ils n'ont pas d'accord pour le troisième mandat en Guinée, puisque la Constitution guinéenne ne permet pas de quelqu'un de se présenter pour le troisième mandat en Afrique. Cette révision de la Constitution évoquée par le pouvoir permettrait à Alpha Condé, 81 ans, de se présenter fin 2020 pour un troisième mandat, alors que la Constitution en limite le nombre à 2. Le FNDC a accusé le gouvernement ce mardi sur les réseaux sociaux de préparer la dissolution dans les jours à venir de toutes les organisations de la société civile opposées à un changement de la Constitution. La présidence a déploré la rupture du dialogue et affirmé l'engagement total de Alpha Condé en faveur de la démocratie dans un communiqué diffusé ce lundi soir. Le ton en est contenu, mais le texte réaffirme que la mobilisation est illégale. En Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafouri Soro est candidat à la présidentielle de 2020. L'ancien président de l'Assemblée nationale, devenu opposant au régime du président Alassane Ouattara, l'a annoncé lors d'une réunion avec des sympathisants de la diaspora. C'était à Valence, en Espagne, le week-end écoulé. Ancien allié du président Alassane Ouattara, Guillaume Soro a officiellement annoncé sa candidature au prochain scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. En une phrase, lâchée samedi à Valence en Espagne, il a mis fin au faux suspense qui entourait depuis plusieurs mois sa candidature à la présidentielle de 2020. Ce faisant, il entend imposer son rythme à la campagne, acter sa rupture avec le RHDP, mais aussi se démarquer des autres candidats potentiels au sein de l'opposition. Et cet acte public de candidature est d'autant plus surprenant qu'à un peu plus d'un an de la présidentielle d'octobre 2020, les principaux partis politiques du pays n'ont pas encore dévoilé leur choix, y compris le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP d'Alassane Ouattara. Par ailleurs, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, passé dans l'opposition, a également assuré avoir fait l'objet d'une tentative d'arrestation à Barcelone la semaine dernière. Mais les autorités ivoiriennes ont nié ce lundi avoir saisi Interpol. Guillaume Soro, à l'étranger depuis plusieurs mois, accuse le pouvoir ivoirien d'avoir monté cette opération destinée, selon lui, à l'humilier et de multiplier les tracasseries, comme avoir fait annuler un visa pour les États-Unis et tarder à lui délivrer un nouveau passeport.
En Tunisie, la commission électorale a annoncé lors d'une conférence de presse à Tunis que les électeurs ont donné à l'outsider politique conservateur Kaïs Saïed un vaste mandat pour être le prochain président de la Tunisie. Cela a été possible grâce notamment aux jeunes qui se sont joints à lui. Les Tunisiens ont confié un mandat présidentiel clair à Kaïs Saïed en élisant, avec son 12,11% des voix, cet enseignant de droit à la retraite, quasi inconnu jusque-là sur la scène politique, pour revitaliser la jeune démocratie. L'instance chargée d'organiser les élections a confirmé ce lundi soir sa victoire. Le nombre de voix déclarées pour chaque candidat est M. Kaïs bin El Moussef bin Mohamed Sayed avait 2 777 391 voix avec un taux de 72,71%. Nabil bin Rachid Karoui, 1 042 894 voix avec un taux de 27,29%. Suite au résultat du candidat Kaïs bin El Moussef bin Mohamed Sayed, qui a obtenu la majorité totale des voix lors du second tour des élections présidentielles, la commission électorale indépendante déclare sa victoire lors des élections présidentielles de 2009. Fondateur de la principale chaîne privée tunisienne Nesma TV, l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui a attribué son échec à son incarcération durant 49 jours en pleine campagne électorale, a félicité son rival. Il lui a promis l'appui de son parti, Kalb Tounes, arrivé deuxième aux législatives du 6 octobre dernier. Pendant ce temps, les Mozambicains ont commencé à voter ce mardi pour des élections générales. Selon les analystes, ce scrutin sera l'occasion de tester la solidité de l'accord de paix définitif signé début août dernier entre le président Filipe Nyusi et Osufo Nomade, le chef de la Renamo, ancien mouvement rebelle, devenu le principal parti d'opposition. 13 millions de Mozambicains ont commencé à voter ce mardi pour des élections générales sous tension qui pourraient contraindre le parti au pouvoir depuis 1975, affaibli par une crise économique et les conflits armés, a cédé une partie de son contrôle sur le pays. Les quelques 20 000 bureaux de vote du pays ont accueilli leurs premiers électeurs à partir de 7 heures, soit 5 heures GMT, au terme d'une campagne considérée comme l'une des plus violentes de son histoire. Les électeurs devront choisir le nouveau président de la République, 250 députés, 10 gouverneurs et les membres des assemblées provinciales. Pour la présidentielle, 4 candidats sont en lice, dont le président sortant Filipe Nyusi donne les favoris. L'enjeu de ces élections est important dans un pays plombé par la dette cachée, une grave crise financière depuis la révélation en 2016 qu'il avait secrètement emprunté 2 milliards de dollars, ainsi que par des violences. Les tensions sont restées vives à l'approche des élections de ce mardi. Celui-ci, malgré la signature le 6 août dernier d'un traité de paix dit définitif par le président Nyusi et le nouveau chef de la Renamo, Ousofo Momad. Ousofo Momad, censé mettre un terme aux affrontements sporadiques qui avaient repris en 2013. Par ailleurs, depuis 2 ans, la province de Cabo Delgado, à l'extrême nord du pays, est en proie à de violentes attaques par des groupes armés non identifiés. Et fidèle à la tradition, le président mozambicain Filipe Nyusi a voté à la première heure ce mardi dans un bureau de l'école secondaire Josina Machel au centre-ville de la capitale Maputo. Après avoir accompli son devoir civique à Maputo, il a appelé à continuer le processus de paix. L'un des chemins choisis par le Mozambique est celui de la paix. La paix signifie la non-violence et cela doit devenir la culture du peuple mozambicain pour l'avenir. Je souhaite bonne chance à tout le Mozambique, bonne chance à tous les Mozambicains, que tout se passe bien et que le meilleur gagne. Que celui qui a réussi à défendre les meilleures idées, à présenter le meilleur programme pour le Mozambique, l'emporte. Merci.
Je l'annonçais en titre, le début du procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma pour corruption dans un contrat d'armement impliquant le groupe français Thales a été reporté ce mardi, après une demande d'appel de l'ex-homme fort du pays. C'est un énième rebondissement dans cette affaire qui le hante depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Ce procès devait être le premier pour corruption de Jacob Zuma, contraint à une démission humiliante en 2018, après un règne de 10 ans, éclaboussé par de nombreux scandales. L'affaire Thales, pour laquelle il est poursuivi, remonte aux années où il était ministre de la province du KwaZulu-Natal, puis vice-président du pays. Jacob Zuma est accusé d'avoir touché 4 millions de rand, soit 249 000 euros, au cours actuel de pots de vin de la part du groupe de défense et d'électronique français Thales, dans le cadre d'un énorme contrat d'armement de 3 milliards d'euros au cours actuel, attribué en 1999. Jacob Zuma et Thales, qui est également poursuivi, ont toujours nié les allégations. Ce mardi, alors que le procès devait débuter, la haute cour de Pietermaritzburg, au KwaZulu-Natal, a été le théâtre d'un nouveau coup de théâtre. L'avocat de l'ancien président a demandé à faire appel des poursuites visant son client, reportant de fait le procès. La demande d'appel sera entendue en novembre prochain, selon le ministère public qui a annoncé qu'il allait s'y opposer, estimant qu'elle n'avait pas de chance de succès. Après de multiples rebondissements depuis une quinzaine d'années, la justice avait ouvert vendredi dernier la voie à un procès de l'ancien président après avoir unanimement rejeté la demande de Jacob Zuma d'abandonner les poursuites qui le visent. C'était sans compter sur la possibilité de faire appel des deux co-accusés. Thales n'a pas encore communiqué sa position. Et pour finir, les pourparlers de paix soudanais reprennent dans la capitale du Sud-Soudan, Djouba. Ceci en présence du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a salué la volonté des parties soudanaises de paix et de réconciliation. Des pourparlers de paix au Soudan ont débuté ce lundi à Djouba. Ils doivent durer un mois selon ce qui a été acté dans l'accord de principe trouvé le 11 septembre dernier entre le pouvoir de transition et les mouvements armés. Ce sont des discussions directes mais distinctes avec deux grands mouvements armés. Le Soudan se donne 6 mois pour arriver à signer un accord de paix global avec ces mouvements. La semaine dernière, des représentants des mouvements armés et du pouvoir ont tenu des réunions informelles à Addis Abeba dans le cadre d'ateliers techniques organisés en amont des pourparlers avec un appui juridique et le soutien de la communauté internationale. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.